Eh bien, écoutons désormais Philippe Spanghero chanter. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? Venez Philippe, de beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Toujours Philippe Spanghero et ses talents de chanteur. On va parler du rugby gallois au bord de l'implosion. Pourquoi au bord de l'implosion, Philippe Spanghero? Quels sont les éléments? Parce que pour que ça explose, il faut des éléments déclencheurs. Quels sont justement ces éléments déclencheurs? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le rugby gallois est à deux doigts de s'effondrer? Les éléments déclencheurs, ils sont comme souvent financiers. La crise Covid a exacerbé les problématiques financières du rugby gallois. Alors pour recontextualiser un peu, le rugby gallois, comme le rugby irlandais, le rugby écossais, est organisé sous forme de provinces qui sont pas des clubs, qui sont des regroupements de plusieurs clubs, qui sont ces provinces elles-mêmes sous la coupe de la fédération qui les finance et donc qui permet à la fédération d'avoir la main sur les joueurs en demandant aux provinces des statuts très particuliers pour les joueurs internationaux. C'est ce qui fait aussi, on en a parlé, la performance de l'Irlande en ce moment. Et donc, quand on a dit ça, on comprend que finalement, la mauvaise santé financière des fédérations, elle rejaillit sur le rugby des provinces et forcément sur les joueurs. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande incertitude sur la capacité de la fédération à financer ces provinces pour la saison prochaine. Et les provinces, du coup, par ricochet, n'arrivent pas à donner des garanties aux joueurs sur les contrats à venir, à très court terme, puisque beaucoup de joueurs internationaux sont en fin de contrat à la fin de la saison et ne savent pas s'ils seront sous contrat avec leur province pour démarrer la saison prochaine. Et on parle quand même d'une année de Coupe du Monde, donc on est en train de se dire qu'une équipe qui était demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et dans le top 3 mondial, il y a vainqueur du tournoi destination il y a 2 ans. Vainqueur du tournoi il y a 2 ans, et dans une telle situation, c'est assez incompréhensible. Pour reparler aussi en 2 mots du modèle économique gallois qui paraissait assez stable. Ça fait partie de ces fédérations aussi qui ont investi dans leur stade, qui sont propriétaires de l'Admiralty Stadium, qui est quand même une forme d'assise financière qui était censée leur permettre d'être en capacité d'assumer leur économie, parce qu'on en a parlé pour l'Irlande la semaine dernière, mais c'est un petit pays, un petit nombre de licenciés, avec finalement peu de provinces à soutenir, et avec les revenus du Six Nations dont on parle souvent, et en plus en direct pour les provinces, les revenus maintenant de l'URC, financés par le fonds d'investissement CVC, on pensait que le rugby gallois avait les moyens d'assumer son développement, et on se rend compte que c'est pas le cas. Et là, ce qui est en train de se passer, et qui est très grave, c'est que les joueurs sont en train de taper où ça fait mal, et de menacer de faire grève pour le match du tournoi à venir contre l'Angleterre. Et là, pour le coup, ça entraînerait la fédération vers une chute vertigineuse, puisque un match du tournoi annulé, ça aurait des répercussions jamais vues, mais il y a 75 000 billets vendus. Un match pour la fédération galloise à domicile, c'est entre 4 et 5 millions d'euros de revenus de bénéfices nets, donc bien sûr qu'ils n'auraient pas. C'est des enjeux financiers importants avec des droits télé à assumer, à rembourser aux diffuseurs. C'est certainement des pénalités de l'organisation de la société commerciale. Et donc, on voit pas bien comment la fédération galloise pourrait s'en relever si les joueurs mettaient à exécution leurs menaces. Ouais, et il y a aussi plusieurs aspects. Il y a une affaire d'harcèlement sexuel à la fédération française, je veux dire, fédération galloise de rugby. Il y a eu la démission du directeur général. Il y a eu aussi des menaces de supprimer une franchise, enfin une province. Hein. On l'avait évoqué. Ça parlait de supprimer une des 4. Hein, on le rappelle, un Cardiff, les Blues de Cardiff, les Scarlets de Clanackley, les Dragons de Newport et les Ospreys de Nice, de Swansea, je crois, que je dise pas de bêtises. Et du coup, eh bien, il y avait une de ces 4 franchises qui pouvaient disparaître à tout moment. Ce qui risque d'arriver là dans les prochaines semaines, c'est qu'on va voir peut-être un exode de joueurs de rugby gallois vers le top 14 et la première chip, du coup.
Il est en train d'avoir lieu. Alors le rugby 14, le top 14, le rugby français est un peu protégé maintenant par les GIF. Donc il faut faire attention dans l'équilibre des clubs. Ils ont très peu de latitude chacun pour faire un coup sur le marché avec des joueurs gallois. Mais c'est très certainement ce qui va se passer. C'est un peu plus facile avec la premiership anglaise, même si on a parlé récemment aussi des grandes difficultés financières du rugby anglais. Et je le répète, mais tout ça, ça montre finalement que tout ce qui se passe dans le rugby français, la façon dont on a anticipé la régulation du salary cap pour revenir à des choses plus rationnelles, plus raisonnables, montre finalement qu'aujourd'hui, malgré des déficits un peu chroniques de certains clubs, on est quand même dans une forme d'économie réelle, contrairement à nos concurrents directs. Donc on va voir dans les jours qui arrivent quelle solution va prendre la fédération galloise. Pour moi, il y en a une qui émerge comme ça, mais c'est que mon avis. C'est ouvrir le capital peut-être à minima de l'Admiralty Stadium ou de céder une partie de l'actif immobilier pour rentrer du cash via un fonds d'investissement ou un pool d'investisseurs privés plutôt que d'ouvrir carrément le capital de la fédération. Ils ont la chance d'avoir le stade qui a une vraie valeur et qui peut être monétisé. Pour moi, ils ont la capacité financière via l'Admiralty Stadium de répondre à leurs besoins, mais en sacrifiant un peu les bijoux de famille. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui arrivent? En tous les cas, ce qui m'inquiète un peu de ce que j'en entends, parce que on est assez loin du sujet, c'est visiblement le manque de raison et l'incapacité des dirigeants à assumer leurs responsabilités et la situation qu'on est en train de vivre. Et donc, je ne suis pas sûr qu'ils prennent les bonnes décisions. Et ce serait vraiment très dommageable pour le rugby gallois. Et puis il y a aussi une génération qui est pas top. Il y a une sorte de creux générationnel. On l'évoque dans un instant avec toi, Julien. Quand je reprends le classement de l'URC auquel participent ces franchises, parce qu'on peut presque parler de franchises maintenant galloises. Les Dragons sont 15e. Les Scarlets sont 14e, les Ospreys 12e et Cardiff Rugby 11e sur 16. Donc on a 15, 14, 12, 11. Il y a presque une question à se poser. Est-ce que l'URC est vraiment intéressant pour ces franchises galloises? Est-ce qu'il faut pas on avait vu à un moment parler de rentrer dans la premiership ou pas, parce que les Gallois se sentent un peu loin de ce United Rugby Championship. Il y a plein de questions là-dessus. Toi Julien, tu voulais évoquer cette génération. Donc d'Alun Wynne-Jones, de George North, d'Alex Cuthbert, de Rhys Webb, de Dan Biggar, qu'on a énormément de peine à renouveler, on a l'impression. Exactement. Alors il y a le côté financier que j'entends par Philippe, c'est tout à fait ça. Mais d'autres pays, les provinces irlandaises ou autres, arrivent aussi à peut-être le gérer, mais autrement. Par contre, moi, c'est sur le sportif. S'il y a 2 ans, tu es quand même une nation qui proposait en plus les Gallois un rugby quand même qui était plutôt intéressant, qui était joueur avec du talent, c'est que en amont, une pépinière n'a pas été mis en place parce que ça se fait pas juste en 1 an ou 2 ans. C'est qu'il y a eu un manque de formation, je pense côté gallois aussi, malgré le manque d'argent ou autre, ça qui ne vient pas impacter forcément cette pépinière qui aurait dû être en amont préparée et pour le futur et remplacer justement ces plus vieux, j'ai envie de dire, joueurs gallois qui maintenant arrivent en fin de vie internationale. Donc c'est pour ça que aussi il y a ce problème. Et là, avec en plus le Covid et cette problématique financière, ça il y a tout qui tombe un peu sur le pays de Galles, je trouve. Zachary Pilon, qui est notre stagiaire chez Sud Radio Rugby, a vécu longtemps au Pays de Galles. Il est anglais, mais bon voilà. Personne n'est parfait. Zachary, il est tout. Non, alors j'ai fait mes 3 ans de formation dans une université à Cardiff, donc voilà. Aujourd'hui, est-ce que l'URC est vraiment la solution pour ces franchises galloises? Est-ce que c'est pas la premiership anglaise peut-être qu'il faut intégrer, à l'instar du football par exemple, qui a cassé cette non
on pourrait dire cette non-frontière entre le Pays de Galles et l'Angleterre? Mais il y avait la coupe anglo-galloise avant où les clubs se rencontraient, mais ça a été supprimé il y a quelques années de ça. Pour avoir vécu au Pays de Galles et couvert une autre compétition qui est la Premiership galloise, qui est l'échelon d'en dessous, qui est semi-professionnel, les supporters sont beaucoup plus investis dans cette compétition-là. Il y a des équipes comme Pontypridd ou Pontypridd en français qui ont des stades de 8000 personnes ou 6000, 7000 personnes se déplacent régulièrement le week-end, alors que les Ospreys jouent dans le même stade que l'équipe de Swansea City en foot qui a une capacité de 20 000 personnes et ils peinent à dépasser les 5-7 000 personnes pour aller voir ces clubs-là. Donc le problème, c'est que la fédération galloise n'a pas les moyens d'investir dans un championnat à 12 équipes et d'un autre côté, les supporters, eux, ne sont pas investis dans ces 4 provinces qu'ils trouvent qui ne les représentent pas trop, vu que c'est une agglomération de clubs des différentes provinces galloises. Les gens du Nord, par exemple, ne sont pas du tout investis dans ces équipes-là parce que les clubs sont concentrés, ou les provinces sont concentrées sur la côte sud. Et donc c'est très compliqué de trouver un consensus et de trouver un compromis. Donc la Premiership anglaise, je ne pense pas que ce soit la solution, puisque les clubs gallois sont assez nationalistes, enfin les Gallois sont assez nationalistes, et d'un autre côté, la Premiership, même si galloise ce serait l'idéal, c'est pas faisable non plus. Donc ils sont un peu dans un cul-de-sac, les clubs gallois et la WRU. Ouais, donc voilà, énormément de choses à développer du côté du rugby gallois. Merci Philippe, reste avec nous dans un instant en haut de l'affiche, mais d'abord un point sur l'information.